compte, il y a beaucoup de gens en ligne. Merci beaucoup, Alexandrine, de redémarrer, d'avoir accepté d'essuyer les plâtres en cette année 2021, comme vous le savez, qui est un peu particulière. J'espère que tout le monde va bien. Alexandrine, donc, qui va redémarrer notre série de webinaires pour l'année 2021. Alors, quelques petites choses techniques pour ceux d'abord qui ne me connaissent pas. Philippe Gachon, directeur général du risque. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de dire quelques mots sur les webinaires et des aspects techniques. Ursule Boyer-Villemer, qui est ici, sera responsable justement de la période de questions, modératrice. Donc, Alexandrine va avoir à peu près une quarantaine de minutes pour présenter, 20 minutes de questions. S'il n'y a pas d'objection, dites-le nous, notamment dans le chat. Nous allons enregistrer, comme d'habitude, le webinaire qui sera ensuite disponible sur notre site web. Site web qui est en refonte, mais avant la nouvelle version, on va quand même s'assurer dans les prochains jours justement de mettre la présentation, l'enregistrement sur le site web. Si vous êtes d'accord également, la période de questions sera également enregistrée. Puis ce que je vous demanderai d'un point de vue technique, c'est mettez votre micro sur mute, même si on peut contrôler, on est 2-3 à pouvoir contrôler ça, pour éviter les bruits de fond, chasse d'eau et autres bruits qui pourraient perturber l'écoute studieuse de la présentation de Alexandrine. Donc, encore une fois, merci à tous, merci à toutes d'être là. Et puis, merci beaucoup, Alexandrine. Et je vais laisser la parole à Ursule. Merci, Philippe. Donc, à mon tour, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour la prochaine année et avant tout, la santé, la bonne humeur dans tout ça. Alors, aujourd'hui, on accueille Alexandrine Bisaillon de chez Ouranos. Moi-même, Ursule Boyer-Villemer, je suis chef d'équipe chez Ouranos en analyse socio-économique. Et Alexandrine nous parlera aujourd'hui du soutien d'Ouranos au projet InfoCru, état des travaux en cours. Donc, Alexandrine est diplômée de l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal. Elle a poursuivi ses études en environnement, en développement durable, où elle s'est spécialisée sur les thèmes de l'adaptation des villes au changement climatique et la résilience, en collaborant notamment avec l'Observatoire Œuvres durables. Elle est avec nous chez Ouranos depuis 2016 comme agente de recherche et ensuite spécialiste en gestion des risques et résilience. Et aujourd'hui, elle vient à titre de coordonnatrice des actions qu'Ouranos amène en soutien, en support au projet gouvernemental qui s'appelle InfoCru, dont on en saura plus aujourd'hui. Et elle est également responsable de la priorité d'adaptation de recherche sur les événements extrêmes. Donc, Alexandrine, la parole est à toi et moi, je vous retrouve dans environ 40 minutes pour la période de questions. Et bonjour à tous. Merci Ursule pour l'introduction. Je suis bien heureuse aujourd'hui d'introduire la séance de webinaire là, pour l'année 2021. Donc, comme mentionné, là, je suis ici aujourd'hui pour vous faire état là, de ce qui est réalisé du côté d'Ouranos en soutien au projet gouvernemental InfoCru. Là. Donc, d'entrée de jeu, là, je tiens quand même à préciser que le projet InfoCru, c'est un projet qui est mené par le ministère de l'Environnement, par la Direction de l'expertise hydrique et qui est un projet opérationnel là, qui vise à cartographier le risque d'inondation là, pour le territoire québécois. Et donc, Ouranos est en soutien au gouvernement pour le volet là, de R&D et pour répondre pour répondre en recherche et développement aux besoins opérationnels du gouvernement. Donc, je vais faire aujourd'hui un peu un état des lieux, un survol de ce qui se fait à travers la programmation là, qui est mise en place pour soutenir le gouvernement. Je tiens aussi à mentionner que ce soutien-là, là, je m'emporte la représentante aujourd'hui, là, mais c'est plusieurs de mes collègues qui sont impliqués. C'est une collaboration, comme je vous disais, avec la direction de l'expertise hydrique, puis aussi avec le milieu de la recherche. Donc, je suis aujourd'hui, là, je me considère pas là, comme la spécialiste de tout ce qui va vous être présenté. Donc, je pourrais aussi vous référer aux bonnes personnes si vous avez des questions précises.
Donc, pour débuter, je trouvais important là, de faire un peu un retour sur les événements. Qu'est-ce qui a amené Ouranos à accompagner le gouvernement dans le projet InfoCru? Donc, ça remonte là, en fait à plus de 15 ans là, de recherche sur le lien entre hydrologie et changement climatique, risque d'inondation et changement climatique, qui ont mené en fait en 2017, suite aux événements, là, ça ne s'arrête pas. Je ne pense pas que j'ai besoin de revenir sur les événements de 2017, mais qui ont clairement illustré le besoin pour le Québec là, de se doter d'une meilleure stratégie en matière de gestion des risques d'inondation. Et donc, dès 2017, il y a une série d'événements de réflexion qui ont eu lieu, notamment l'organisation d'un forum inondation par le ministère en octobre 2017, pour lequel Ouranos a été invité à participer pour faire un état des lieux un peu sur ce que la science nous dit en matière d'inondation et changement climatique et comment on gère le risque. Donc, en amont de cette rencontre-là, Ouranos avait mobilisé déjà un réseau d'experts pour préparer cette présentation-là qui, suite en fait à cet événement-là, a amené à la publication d'un avis d'Ouranos qui a été bâti là, justement avec ce réseau d'experts-là qui démontrait un des éléments qui était important, c'était le besoin de mettre à jour cette cartographie des zones inondables en tenant compte d'un climat qui est en évolution. Donc, les réflexions ont été poursuivies à l'échelle gouvernementale et en 2018 a été publié un plan d'action du côté du plan d'action en matière de sécurité civile relatif aux inondations, en fait, qui a été mené par le ministère de la Sécurité publique, mais qui interpelle une diversité d'autres ministères et organismes et qui, en fait, donne naissance au projet InfoCru, projet, comme je vous dis, qui est soutenu par le ministère de l'Environnement, par la direction de l'expertise hydrique. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, que la collaboration entre la DEH et Ouranos historique et l'implication dans la démarche depuis 2017 a amené à inviter Ouranos à collaborer, en fait, à soutenir le ministère dans le développement du projet InfoCru pour les aspects de R&D. En fait, c'est ce qui mène à InfoCru puis à notre collaboration, en fait, dès 2018, mais ce qui est une collaboration là, qui se continue avec les événements qui ont suivi, dont vous êtes au courant, là, 2019 arrivent les inondations et le second grosse inondation dans les dernières années et aussi arrivé en 2020, là, tout récemment, la publication du plan de protection du territoire face aux inondations, un plan qui est beaucoup plus axé sur l'aménagement du territoire, qui amène d'autres ministères à collaborer au premier plan, là, soit le ministère des Affaires municipales, on parle aussi du ministère de l'Énergie et des Ressources renouvelables, et qui introduit toute la révision là, de la politique de protection des rives et des plaines inondables, puis aussi en parallèle le projet de loi 67, qui donne en fait un pouvoir en fait, qui redonne les responsabilités au gouvernement de la cartographie des zones inondables et en fait une responsabilité qui peut aussi être déléguée à certaines instances. Et donc, dans ce contexte-là, ce plan-là ramène aussi le InfoCru là, sur le premier plan et la collaboration d'Ouranos. Donc, voilà pour ce qui met la table à l'implication d'Ouranos. Puis, par le fait même, je trouve important un peu de faire un retour sur un peu la dynamique là, à l'échelle du Québec en ce moment, à quel point le sujet des inondations est clairement un sujet d'actualité là, pour lequel vous êtes probablement tous interpellés là, dans la question. Et donc, comme on sait, dès 2017, il y a eu plusieurs investissements, notamment en lien avec le plan d'action, le plan d'action en matière de sécurité relatif aux inondations du ministère de la Sécurité publique, qui donne naissance non seulement à InfoCru, mais qui octroie de l'argent à certaines régions du Québec pour la cartographie des risques d'inondation. Puis, il y a également aussi, suite à ces inondations, là, la naissance même du réseau risque. Donc, ça donne un peu un portrait là, de l'ensemble des initiatives qui sont en cours, qui ont tous des liens et qui nécessitent un travail là, qui est collectif pour améliorer la gestion des risques d'inondation et pour lequel il est notamment nécessaire d'avoir des présentations telles qu'aujourd'hui là, pour qu'on puisse travailler collectivement pour faire avancer les connaissances.
Et donc, ça, c'est pour 2017. Puis là, je rappelle aussi que 2019, là, il y a ce fameux plan-là qui introduit autour de 442 millions de dollars sur 5 ans avec le programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, le PRAFI, qui, lui, a pour intention de poursuivre aussi cette question de cartographie des risques d'inondation, la mise à jour des cartes, mais introduit aussi la naissance de bureaux de projets sur les inondations à l'échelle plutôt régionale et beaucoup axé sur cette question de comment planifier, comment intervenir, comment gérer le risque d'inondation par l'entremise de l'aménagement du territoire. Et donc, pour lesquels aussi Ouranos est appelé à siéger sur les comités qui sont mis en place, notamment, en fait, a été appelé à siéger sur le comité de réflexion à ce plan-là et est appelé aussi à siéger sur les comités de réflexion en lien avec la mise à jour de la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables. Donc, avant d'expliquer concrètement qu'est-ce que Ouranos fait, je veux juste faire un retour pour présenter aussi ce qui est InfoCru. Je ne tomberai pas dans les détails considérant que c'est un projet qui est du côté de la DEH, qui est le projet gouvernemental. Mais en somme, en fait, les deux objectifs du projet InfoCru, c'est d'offrir des outils pour la délimitation des zones inondables dans une grande partie du Québec méridional en tenant compte des changements climatiques, donc d'avoir une cartographie utile à l'aménagement du territoire et qui, cette fois-ci, l'innovation prend en compte les changements climatiques. Et le second objectif d'InfoCru, c'est de mettre sur pied un système prévisionnel en terrain réel qui, lui, offre aux autorités et à la population une cartographie des secteurs qui peuvent être inondés sur un horizon de quelques jours. Donc, un outil pour, en fait, beaucoup pour l'intervention en matière de sécurité publique. InfoCru, comme je vous dis, a pris naissance en 2018. Donc, depuis, les travaux ont avancé. Et donc, pour le système prévisionnel, en fait, on a jusqu'à présent, le ministère a 8 bassins versants pour lesquels il y a des prototypes qui ont été élaborés et qui seront mis en œuvre là, dès le printemps là, 2021 en collaboration avec les intervenants du ministère de la Sécurité publique là, pour tester ces outils prévisionnels. Pour ce qui concerne la cartographie, en fait, des zones inondables avec les changements climatiques, cette cartographie-là, elle va de pair avec la révision de la politique et donc sera mise en œuvre, sera publiée au moment où les décisions en matière de la politique auront été prises. Et donc, l'horizon est pour l'automne prochain, donc l'automne 2021. Concrètement, en fait, InfoCru, c'est 50 bassins versants qui seront cartographiés en complémentarité justement avec les autres régions là, qui se sont vues octroyer de l'argent par le ministère des Affaires municipales dès 2017. Donc, InfoCru vient compléter en fait une partie du territoire et donc en adéquation avec ce qui est fait par ailleurs. Et un des grands défis d'InfoCru, en fait, c'est de couvrir l'ensemble de ce territoire-là, de dire, bon, on a un vaste territoire, vaste régime hydrographique au Québec. Donc, une des décisions qui a été prise pour parvenir à répondre à ce défi-là, c'est d'avoir une modulation de l'effort cartographique en fonction des impacts des inondations. Et pour ce faire, en fait, vous voyez la carte là, en bas à droite qui démontre qu'il y a des niveaux de cartographie où en fait, il y a des niveaux d'effort de cartographie qui vont en fait avec le degré d'impact considérable des inondations. Et donc, pour les efforts majeurs qui sont souvent concentrés dans des milieux urbains, on parle de plus de 3000 km de cartographie à effort majeur et autour de 22 000 km de cartographie avec des efforts modérés. Le projet, je mentionne que c'est un projet là, mené par la direction de l'expertise hydrique, mais c'est clairement un projet collaboratif. Là. Il y a plusieurs partenaires et collaborateurs qui sont mobilisés sur InfoCru, que ce soit au niveau institutionnel, que ce soit au niveau universitaire.
et même au niveau là, de différentes instances privées puis d'organismes québécois. Donc, l'objectif là, étant de travailler là, de façon concertée dans la réalisation du projet. Il y a aussi un comité scientifique qui est propre à InfoCru et géré par la Direction de l'expertise hydrique, dont 14 membres, dont il y a 14 membres qui sont à la fois universitaires ou en provenance d'institutions publiques là, de recherche. Et donc, c'est dans le cadre de ces collaborateurs-là que Ouranos est l'un des membres de la collaboration pour mettre en œuvre son soutien. Et donc, le soutien qu'offre Ouranos au ministère s'est décliné en 5 thématiques pour lesquelles il y a eu un besoin de recherche et développement qui a été identifié par le ministère. Donc, Ouranos a obtenu un financement qui, initialement, était sur une période couvrant de 2018 à 2023 et avec l'adoption du nouveau plan de protection, en fait, le même financement d'Ouranos est maintenant sur une période un peu plus grande, donc s'étend jusqu'à 2025. Et pour ces 5 thématiques-là, la première, qui est la plus importante, qui s'inscrit dans une collaboration déjà établie avec la DEH, c'est de mieux comprendre l'impact du changement climatique sur le système hydrologique québécois. La seconde, c'est autour de la documentation des crues, donc d'avoir les bonnes données, d'avoir accès aux bonnes données pour la modélisation, puis de s'assurer d'avoir à la fois les données, mais de la robustesse de ces données. Il y a aussi la question de la priorisation des bassins versants, donc d'établir une méthode visant à définir sur quel bassin versant sera réalisée la cartographie de façon prioritaire. On comprend qu'on en a 50 bassins versants, mais qu'il y a un ordre à établir sur l'échéancier d'InfoCru pour savoir quels bassins seront couverts les premiers. Puis, par la suite, en fait, il y a la question de la valorisation de l'outil, des outils, en fait, à la fois prévisionnels et d'aménagement du territoire, comment s'assurer de l'adhésion des outils par les différents publics. Donc, ces 4 premières thématiques, en fait, Ouranos est mandaté de développer de la R&D, mais qui est très alignée avec des objectifs opérationnels du ministère. Donc, on est littéralement accroché à ces besoins-là qui sont identifiés du côté du ministère. Et il y a un 5e axe de recherche qui est autour de projets de recherche, donc d'aller pour poursuivre le développement de la recherche sur des thèmes de l'adaptation au changement hydroclimatique qui permettent d'alimenter InfoCru à moyen et long terme. On est encore aligné aux besoins du ministère dans le développement de cette thématique-là, mais on a moins une optique opérationnelle comme dans les 4 autres thématiques. Donc, pour arriver là, à décliner là, la façon de travailler d'Ouranos sur ces différents... pour arriver à mettre à terme, en fait, le financement puis le programme de soutien InfoCru, on s'est doté d'une structure de gouvernance à multiniveau pour s'assurer d'être toujours en adéquation avec le ministère. Donc, on a tout un comité de coordination là, qui est en lien avec des représentants à la fois d'Ouranos et du ministère pour s'assurer que les travaux avancent de façon à répondre aux besoins de la DH. Et pour chacune des différentes thématiques, on s'est doté d'équipes thématiques qui sont principalement des experts dans les domaines qui sont nécessaires à la réalisation des thématiques et principalement des représentants de différents ministères et organismes. Donc, l'objectif, c'est de ces équipes-là, c'est de nous aider à traduire les besoins du ministère en objectifs de recherche et s'assurer surtout que ce qui est développé est en adéquation avec ce qui se fait par ailleurs dans ces ministères et organismes. Donc, on a 5 équipes, en fait, on a 5 équipes thématiques qui ont été mises en place. Je dis 5 parce que celui de valorisation de l'outil, la valorisation de l'outil InfoCru se décline en 2 équipes thématiques, soit une pour le volet prévisionnel et une pour l'aménagement du territoire. Et pour, en fait, la dernière couche là, est les équipes de projet pour la réalisation
de chacun des projets identifiés. Donc, ces équipes thématiques-là nous ont aidés à développer des plans de travail pour chacune des thématiques et ces plans de travail-là sont disponibles sur le site Internet d'Ouranos et permettent de voir en fait ce qui est envisagé pour chacune de ces thématiques. Et c'est ce que je vais aussi vous présenter là, par la suite dans le projet, puis dans la présentation. Et pour ce qui concerne le projet de recherche aussi, je pourrais y revenir à la fin de la présentation. Justement, là, je vous disais là, ces équipes-là nous ont aidés à traduire les besoins en objectifs. Donc, je vous présente ici un peu le processus là, de mise en œuvre du soutien InfoCru. Donc, les premières étapes ont déjà été réalisées, soit de la définition des objectifs, puis de traduire les besoins en objectifs ont été faits avec les équipes thématiques. Et la rédaction des plans de travail là, pour définir les grands lots et les grands projets à réaliser, ainsi que selon un échéancier là, de court à moyen et long terme. Puis, on est déjà tombé là, dans cette phase de développement de projet en fonction de la nature des projets, soit de la rédaction et de la description de projet à l'interne pour la réalisation interne ou à l'externe via soit la mobilisation en fait, de notre réseau de recherche de différentes façons, que ce soit par des appels à propositions ou des choix d'équipe de projet. Et pour la mise en œuvre, comme je vous dis, bien là, en fait, c'est soit à l'interne ou à géométrie variable en fonction des projets. On collabore via des comités de suivi sur le projet. Et il y a un transfert en continu, là, on souhaite avoir un transfert en continu de ce qui est développé, notamment par des présentations telles qu'aujourd'hui, pour s'assurer que de maintenir au fait l'ensemble du réseau sur ce qui est réalisé dans le cadre du soutien qu'on offre. Et donc, pour être plus précis sur notre façon de procéder, là, comme je vous disais, on est parti de besoins exprimés pour les 4 premières thématiques prioritaires qui sont des besoins en R&D très opérationnels à partir des besoins de la DEH. Et donc, sur ces besoins-là, on a soit fonctionné par des appels à propositions qui ont été lancés à travers les universités membres d'Ouranos et aussi en utilisant le réseau RISC pour faire circuler l'information. Donc, en ayant déjà des objectifs identifiés, on a lancé ces appels à propositions-là. Dans d'autres cas, on a organisé des ateliers de réflexion en mobilisant des experts pour concrétiser dans certains cas, en fait, mieux décliner dans certains cas les objectifs de recherche et aussi ouvrir là, vers le développement de projets. Et puis pour certains projets spécifiques, en fait, dont en fait, ça a été de poursuivre des collaborations déjà entamées sur le sujet. Donc là, je serais prête en fait à vous expliquer un peu mieux qu'est-ce qui est envisagé dans chacune des thématiques. Donc pour la première, pour évolution du climat, l'objectif en fait du plan de travail, c'est d'améliorer les connaissances concernant l'impact des changements climatiques sur le système hydrologique québécois avec une emphase sur les crues extrêmes. Et donc, c'est de rendre plus robuste l'ensemble de la chaîne de modélisation, allant de la modélisation climatique jusqu'à la modélisation hydrologique. Là. Pour ce qui est de la modélisation hydraulique, c'est davantage là, du côté du ministère. Et donc, c'est de rendre plus robuste cette chaîne-là et de s'assurer de l'intégration de l'incertitude sur l'ensemble de la chaîne. Il y a 3 axes là, qui encadrent les travaux dans le cadre de ce plan de travail-là. Le premier vise à mieux comprendre l'incidence de l'occupation des sols sur les crues. Le deuxième, qui est davantage la modélisation hydroclimatique et de l'incertitude. Et un troisième axe qui est autour de la veille et de la communication, là, comment on prépare les messages adéquats en lien avec l'impact des changements climatiques sur le système hydrologique. Pour le premier axe, qui est l'incidence de l'occupation du sol, c'est en fait, ce qu'on vise, c'est d'analyser l'impact de l'occupation du sol à la fois sur le climat et sur l'hydrologie pour mieux comprendre, en fait, ultimement, quelle est la distinction entre l'impact de l'occupation du sol versus l'impact des changements climatiques sur les risques d'inondation. Et donc, de là, la question là, de détection et attribution des tendances en lien avec l'occupation du sol. Pour le moment, on a 2 projets qui sont en démarrage.
soit un sur l'impact de l'occupation du sol sur le climat, qui est réalisé ici à l'interne par Martin Leduc, et un autre qui vise l'évaluation de l'impact de l'occupation du sol sur les crues, qui, lui, de son côté, est réalisé par l'ETS, Annie Poulain et ses collaborateurs. Et le tout s'inscrit, en fait, dans la poursuite d'une collaboration déjà entamée de longue date entre Ouranos et la région de en fait, Ouranos, le Québec, en fait, et la région de la Bavière en Allemagne, qui aborde des questions similaires. Dans un second temps, l'axe 2, qui est autour de la modélisation hydroclimatique et les incertitudes, en gros, c'est d'assister l'ADEH dans le volet technique lié à l'obtention et à la robustesse des données nécessaires à la modélisation hydroclimatique pour le futur. Et en fait, si je peux... En gros, ça s'inscrit dans la poursuite de la collaboration entre Ouranos et l'ADH pour la production des atlas hydroclimatiques. On vise en fait de voir les lacunes principales pour traiter la question des crues et donc de s'assurer en fait de la robustesse des données, le temps sur le point historique, d'améliorer les connaissances du territoire actuel pour augmenter la confiance envers les données. Puis, au niveau futur, c'est d'augmenter le niveau de confiance dans le signal de changement climatique. Et donc, ces deux-là permettront d'aider à générer le prochain atlas hydroclimatique et aussi de préparer le terrain pour éventuellement identifier les besoins là, en termes de cartographie en lien avec les décisions qui seront prises du point de vue de la politique des protections, en fait, la PPRLPI. Donc, vous voyez là à l'intérieur de ces blocs-là, puis je vais revenir dans les prochaines diapositives sur les projets particuliers. Donc, c'est toute une série de projets dans chacun des blocs qui permettent d'alimenter en fait ce schéma de réflexion-là. Du point de vue historique, on s'attarde beaucoup à améliorer du point de vue historique, il y a des projets qui visent à améliorer le niveau de confiance dans le signal des changements climatiques, notamment pour les événements extrêmes, pour les petits et moyens bassins versants. Ça vise également à améliorer l'analyse fréquentielle en climat non stationnaire et incertain. En fait, je m'excuse, ça c'est pour la période future. Pour la période historique, je voulais mentionner autour de l'amélioration des connaissances du territoire, puis de l'analyse fréquentielle qui mène au début utilisée pour les fins réglementaires. Puis, en fait, il y a d'autres projets là, qui s'inscrivent dans une logique là, éventuelle de la cartographie qui visent, eux, de leur côté, à améliorer les connaissances sur la combinaison des phénomènes maritimes et fluviaux ainsi que sur le rehaussement marin. Ce qui, en fait, si je me permets de décliner dans les projets qui sont en démarrage, et ceux qui sont en démarrage en réalisation qui sont terminés, il y a à la fois de l'amélioration de la simulation des débits au site non jaugé par la simulisation de la neige observée qui est réalisée par Marie-Amélie Boucher à l'Université Sherbrooke. Il y a un premier projet, une première phase de projet là, sur l'estimation des surcotes et du rehaussement marin en exutoire des rivières situées dans le tronçon maritime du Saint-Laurent, qui est réalisé ici à l'interne et qui, si vous voyez plus bas, là, il y a une idéation là, de projet pour compléter en fait cette premier dégrossissement là, du sujet et qui ultimement viserait davantage à mieux comprendre l'effet là, des pertes de glace là, sur les risques d'inondation côtière là, dans les exutoires des rivières. Et donc, ce projet-là est encore en détermination et on vous invite, là, s'il y a des experts du domaine là, à communiquer avec nous pour nous aider à réfléchir cette seconde phase là, du projet. Dans ce qui est des autres projets en démarrage pour le volet évolution du climat, il y a l'estimation de l'incertitude liée au modèle hydrologique, un projet qui est une collaboration entre Ouranos et l'Université Laval avec François Anctil. Les projets qui sont en cours, il y a aussi le développement d'un jeu de données de grille observationnelle pour effectuer le post-traitement des simulations climatiques selon la performance hydrologique, projet réalisé par l'ETS. Il y a un projet de pondération des ensembles hydroclimatiques qui est ici réalisé par Martin Leduc chez Ouranos.
Il y a un projet dans la même logique, là, il y a un projet d'évaluation de la performance et de l'unicité des simulations hydrologiques produites par des ensembles climatiques hétérogènes. Et pour, en fait, un des projets là, clés là, pour la thématique climat, c'est une analyse fréquentatrice, projet réalisé là, par la Polytechnique. Et l'amélioration de la reconstruction historique des débits journaliers et des maxima annuels en milieu non jaugé et jaugé. Et il y a déjà un projet de compléter autour du post-traitement des extrêmes de précipitation. Donc, cette liste de projets-là là, s'inscrit dans la logique du schéma que je vous ai présenté initialement, là, qui répond à des besoins ponctuels pour arriver ultimement à une meilleure robustesse là, dans la chaîne, une meilleure robustesse là, dans les données et dans la chaîne de modélisation. Et le dernier volet vise la veille, comme je vous expliquais là, dès le départ, là, une veille là, en fait, des questions sur les changements climatiques et les risques d'inondation qui permet de préparer là, les messages adéquats lors de la publication d'une carte des zones inondables qui prend en compte les changements climatiques et potentiellement des réalisations d'analyse ad hoc. Là. Et pour l'instant, on a eu un premier stage là, qui nous a permis d'analyser le contenu médiatique là, à la fois lors des inondations de 2017 et les inondations de 2019 pour voir les grands messages forts qui ressortent. Et aussi, on a réalisé là, une foire aux questions sur les inondations et le changement climatique qui est disponible sur notre site Internet, là, une foire aux questions qui est relativement générale et on en prépare une seconde qui est vraiment sur le sujet spécifique là, de inondation et changement climatique. Pour la seconde thématique autour de la documentation des crues, l'objectif dans notre appui au ministère, c'est surtout de s'assurer d'avoir les bons prérequis à la collecte de données et à leur utilisation. Donc, on vise à la fois à développer ou améliorer des méthodes de collecte de données, puis de mieux identifier en fait l'incertitude sur les données qui sont récoltées. Donc, c'est en somme là, ce qui est envisagé dans cette thématique-là. Et il y avait toute une idée aussi de poursuivre la documentation des crues historiques pour lesquelles il y a plusieurs initiatives en cours. Donc, de voir comment, à travers ces initiatives-là et parmi la documentation, il est possible d'aller chercher là, des données en fait, plus quantitatives que qualitatives sur les inondations. Donc, en développement, en ce moment, on a un projet en collaboration avec Karem Chokmani de l'INRS qui vise à utiliser l'imagerie radar pour l'estimation des niveaux d'eau. Puis, en fait, on a un projet, donc on est plus dans les techniques d'acquisition de données. On vise également aussi à utiliser, en fait, la science citoyenne, tester comment on peut utiliser la science participative pour aider à acquérir des données hydrologiques, notamment pour des données qui pourraient être utilisées pour la validation, en fait, des modèles. On est en train aussi de développer un projet là, de fiche de caractérisation des bassins versants, une fiche qui aiderait les prévisionnistes là, à s'assurer d'avoir une connaissance adéquate de chacun des bassins versants qui sont compris dans InfoCru. Et pour ce qui est davantage là, du volet compréhension de l'incertitude sur les données, on travaille avec le milieu privé pour développer un modèle d'incertitude associé à la mesure traditionnelle des lignes d'eau, donc de bien comprendre l'incertitude sur la façon dont on récolte les données, dont la DEH récolte ces données. Projet en cours, on a un projet aussi là, un peu dans la même veine d'évaluer les incertitudes sur les débuts de crues maximales estimés à partir des données hydrométriques pour les bassins versants du Québec méridional. Projet collaboratif entre l'INRS et la Polytechnique qui, lui, vise plutôt à mieux comprendre en fait l'incertitude sur l'ensemble de la courbe de tarage, avec une attention particulière là, sur les données extraites.
Et pour ce qui est des techniques d'acquisition, on a aussi un projet avec l'Université de Sherbrooke pour tester la méthode LSPIV dans l'acquisition de données et de mieux comprendre l'incertitude associée à une telle façon de faire. On a complété aussi un projet sur la documentation des crues historiques, comme je vous disais, d'essayer de voir s'il est possible d'avoir accès à des données quantitatives là, à travers différentes initiatives, que ce soit Aquarisk ou d'autres projets là, réalisés à l'échelle gouvernementale ou à travers ce qui est disponible par des vidéos retrouvées là, sur Internet ou autres, pour arriver à soutirer de l'information quantitative sur les crues. On a un rapport là, qui est rédigé là-dessus qu'on peut partager au besoin, mais en somme, là, ce type de projet démontre qu'il y a un effort colossal à réaliser pour arriver à soutirer certaines informations qui parfois dont l'incertitude là, est inconnue. La troisième thématique, qui est la priorisation des bassins versants, en fait, l'objectif de cette thématique-là était surtout d'avoir une façon objective de prioriser les bassins versants pour déployer la cartographie. Donc, comme je vous disais, on sait qu'il y a 50 bassins prioritaires qui, eux, sont identifiés, mais comment on s'assure que dans les premières années, comment on détermine que dans les premières années, tel ou tel bassin versant sont prioritaires. Donc, on a collaboré avec l'UQAR, avec Anissa Frini de l'UQAR, mais aussi avec Thomas Buffin-Bélanger pour le développement d'un outil, un outil d'aide à des décisions là, basé sur une analyse multicritère qui permettait de prioriser les bassins versants. Donc, le projet avait cette intention, mais offre aussi un portrait général là, des vulnérabilités des risques sur chacun des bassins versants, considérant que cette priorisation-là est faite sur une logique de risque, donc qui offre un portrait des vulnérabilités, de l'exposition, puis aussi, des vulnérabilités, de l'exposition, des conséquences et de la résilience de chacun des bassins versants. Pour ce qui est de la dernière thématique qui est autour des besoins opérationnels du gouvernement, c'est cette question de valorisation. Comment on peut appuyer le ministère pour s'assurer de l'adhésion des différents utilisateurs aux outils. Donc, il y a eu, dans un premier temps, le développement d'un plan de travail sur l'outil prévisionnel. Donc, ce plan de travail-là identifie en fait les différentes étapes là, pour s'assurer qu'on développe un produit qui soit d'une utilité pour les différents acteurs qui auront à l'utiliser. Et donc, une des premières étapes là, qui a été identifiée, c'est de consulter ces utilisateurs potentiels de l'outil, qu'ils soient au niveau gouvernemental, municipal ou même à l'échelle citoyenne. Donc, on a un premier projet qui est à nouveau réalisé là, par Anissa Frini à l'UQAR, mais en collaboration avec Marie-Amélie Boucher de l'Université de Sherbrooke, qui vise à solliciter là, ces différents intervenants pour comprendre en fait, quels sont les mécanismes décisionnels qui suivent en fait l'émission d'une prévision, quelles sont leurs préférences en matière de cartographie prévisionnelle, que ce soit au niveau de l'échelle temporelle, du visuel, mais aussi sur la question de l'incertitude. Comment on communique l'incertitude et comment les différents utilisateurs perçoivent cette incertitude-là. Donc, il y a eu toute une revue de littérature qui a été réalisée sur comment communiquer l'incertitude avec un outil prévisionnel. Donc ça, c'est la première étape là, dans notre plan de travail, mais il y a aussi toute la question éventuellement sur la base de ces besoins-là, de s'assurer d'adapter l'outil et de le tester, en fait, de tester l'outil en fonction de ses publics pour s'assurer d'avoir une adéquation entre le besoin et l'offre de produits, pour éventuellement garder aussi un mécanisme là, de dialogue ouvert entre utilisateurs et fournisseurs de l'information. Et on a aussi à développer, là, appuyer à la fois l'ADEH qui collabore, elle, avec le ministère de la Sécurité publique pour développer des outils là, de formation à l'utilisation de l'outil. Pour ce qui est du volet aménagement du territoire, le plan de travail est encore
réflexion parce qu'on est grandement dépendant aussi de ce qui est réfléchi du point de vue de la politique de protection des rives littorales et des plaines inondables, ce qui est un peu aussi apporté par le plan d'action en matière d'aménagement du territoire. Et donc, on part tout de même jusqu'à présent sur la prémisse qui découle, en fait, qui a été validée là, dans une des dernières publications de Pierre Valois avec l'Observatoire québécois d'adaptation au changement climatique, mais qui démontre que la connaissance du risque, là, la publication d'une carte du risque d'inondation n'entraîne pas automatiquement l'adoption de comportements d'adaptation. Donc, comment on peut valoriser un outil cartographique et s'assurer que de par cet outil-là, on ait un changement comportemental du côté des différents intervenants. Donc, en partant de cette prémisse-là, notre plan de travail veut justement, se veut un peu d'évaluer comment la campagne de valorisation de l'information peut s'accompagner aussi d'outils facilitant le passage à l'action, que ce soit au niveau de solutions d'adaptation, de moyens de communication adaptés ou d'une meilleure compréhension, une compréhension plus holistique là, des impacts que la cartographie peut avoir sur les territoires pour appréhender justement les enjeux que cela peut soulever pour s'assurer d'avoir les bonnes réponses à apporter. Comme je dis, le plan de travail est encore en réflexion. Il y a eu des projets réalisés de notre côté, là, que ce soit pour appuyer le gouvernement ou commencer un peu à débroussailler ce qui existe. Donc, il y a eu une revue des pratiques sur les cadres réglementaires encadrant la gestion des risques d'inondation dans les provinces canadiennes et États américains pour soutenir le ministère de l'Environnement dans leur réflexion. Il y a eu un état des lieux aussi sur la gestion des risques d'inondation. Puis, on est aussi en train de réaliser une revue des pratiques pour le développement de scénarios socio-économiques pour un peu au même titre qu'on projette les risques d'inondation dans un climat changeant, mais de aussi arriver à mieux comprendre comment on pourrait mieux évaluer en fait les modifications du point de vue socio-économique. Pour le dernier volet, je fais vite parce que je sens que le temps manque, c'est d'appuyer en fait le réseau risque. Par le volet projet de recherche. Donc, on est en train de mettre, en fait, on part cette thématique-là, on vise à maintenir et renforcer les liens entre les deux organisations pour s'assurer d'arrimer nos efforts ensemble. Il y a une collaboration à la fois là, sur tous les enjeux de mobilisation des connaissances, sur les plateformes de diffusion. Et aussi, ce qu'on vise, c'est on est en discussion avec le risque pour lancer un appel à projet conjoint. Un appel à projet en lien avec la cartographie des risques d'inondation. Donc, voilà ce qui couvre pour le projet de recherche. Pour terminer, là, je veux juste faire un peu un retour dans le contexte là, dans lequel tout ça s'inscrit. On est dans un écosystème là, un peu inondation assez complexe où il y a des initiatives à différentes échelles. Il y a plusieurs opportunités de financement, il y a des politiques, des lois, des règlements qui sont en modification. Donc, ce qu'on essaie beaucoup là, à travers la façon dont on fonctionne pour la mise en œuvre du soutien d'InfoCru, c'est d'essayer de travailler de façon collaborative puis de se maintenir informé sur l'ensemble de ces initiatives-là qui sont en cours. Ce qui amène un lot de défis, mais aussi d'opportunités, que ce soit au niveau de cette collaboration sur le sujet d'inondation, mais aussi sur des initiatives connexes là, qui sont réalisées, qui peuvent autant alimenter la réflexion sur les inondations. Ces défis-là sont à la fois d'origine technique là, que collaborative et aussi en termes de coordination, que ce soit de composer avec la complexité du sujet, avec l'incertitude, d'arriver à bien le communiquer, de conserver aussi un portrait général là, des initiatives en cours pour s'assurer qu'on travaille de façon intégrée, puis et qu'il y ait des arrimages. Et justement, de s'assurer qu'on est toujours entre l'arrimage, entre le besoin pour faire besoin terrain, besoin technique et le développement de la recherche. Puis, dans ce sens-là, de continuer à bâtir sur les savoirs existants, puis de maintenir des liens, puis un dialogue ouvert avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit au niveau des initiatives ou des acteurs qui sont interpellés. Donc voilà, c'est ce qui fait le portrait très, très général là, de ce qu'on réalise dans le cadre du soutien InfoCru. Comme je vous mentionne,
le soutien, là, c'est un ensemble de collaborateurs là, qui permettent de mettre en œuvre le soutien d'Ouranos. Donc, si vous avez des questions particulières sur des projets en soi, je vous invite à me les formuler. Je n'aurai peut-être pas la réponse exacte à vos questions, mais certainement que je peux vous mettre en contact avec les bonnes personnes pour assurer des réponses à des questions plus techniques. Donc, ben, je vous remercie de porter autant d'intérêt à nos travaux. Merci beaucoup, Alexandrine. Donc, on a une quinzaine de minutes là, pour un micro ouvert. Nommez votre organisation de manière rapide et je vous demande d'être succinct et d'intérêt général le plus possible. Et on n'aura pas le temps probablement de répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas à écrire à Alexandrine. Son courriel était sur la dernière diapositive ou sinon on peut le remettre dans le chat box si vous voulez. Donc, à vous la parole, manifestez-vous soit en levant la main virtuelle, soit en prenant le micro, si c'est poli de le faire à ce moment-là, ou en vous manifestant dans la boîte de dialogue, le chat. Est-ce qu'il y avait des questions? Ça signifie que tout était absolument limpide, clair. Donc, je retiens la notion de collaboration. Ici, aujourd'hui, on a des acteurs là, de tous les milieux à peu près. Donc, il y a vraiment un défi là, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des gens autour de la table qui ont des contributions particulières à offrir pour faciliter cette collaboration-là, par exemple? Est-ce que vous vous sentez interpellé par ce que Alexandrine vient de mentionner? À vous la parole. Je vais briser la glace. Alexandrine, question. Oui. Le timing était, tu l'as rappelé au début, très très serré, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une initiative qui vient de l'ancien gouvernement. On est dans une période de Covid. Il y a un ralentissement de toutes les activités, quelles qu'elles soient, dans les universités, dans les ministères. La question, c'est est-ce qu'il y aura justement, dans les livrables, mais aussi dans le temps, justement une meilleure souplesse sur des choses qui avaient été prévues au départ de InfoCru, mais qui vont devoir être réajustées à cause de la situation pour permettre en fait à ce beau projet de pouvoir s'étendre dans le temps. C'est ma question un peu à dessous. Je sais qu'il y a des représentants des ministères, mais on est dans une période particulière. Est-ce que ça affecte ou pas les activités d'InfoCru et son prolongation potentielle? Je répondrai pas pour InfoCru de façon générale parce que je laisserai peut-être le ministère y répondre, mais pour ce qui est d'Ouranos, on a, je l'ai mentionné d'emblée, là, on avait une extension du projet, en fait, de notre soutien jusqu'en 2025 pour justement laisser plus de place à des projets exploratoires. Mais il reste que sur les besoins opérationnels, sur ce qui comporte les 4 premières thématiques, on a quand même des livrables qui sont relativement serrés pour 2023 pour être en mesure d'avoir les intrants nécessaires là, pour le gouvernement. Mais comme mentionné, là, pour ce qui est plus thématique de recherche et autres, ça nous laisse une certaine marge de manœuvre jusqu'en 2025. Merci Alexandrine et Philippe. On a une intervention dans la boîte de clavardage. Donc, quels sont les cours d'eau sélectionnés dans la région de Québec parmi les 50 sélectionnés? Une question de Amadi Kingumbi. Pour cette question-là, je ne les connais pas par cœur, là, les 50 bassins versants. Je me pose la question si c'est une information qui est disponible sur le site de la DEH, mais je pourrais au besoin là, les fournir. Parfait. Merci. Donc, on essaiera de vous revenir avec un lien vers une carte plus spécifiquement. J'ai une autre question de Catherine. Si je peux me permettre, là, tous les bassins versants qui sont relativement urbanisés là, seront couverts par InfoCru. Parfait. Merci. Donc, on a une autre question de Catherine Perras. Dans quelle mesure les produits cartographiques d'InfoCru destinés à l'aménagement du territoire seront-ils similaires à ceux réalisés dans le cadre des 8 conventions d'aide financière, exemple CMN, CMQ, etc.?
Ces décisions-là sont prises à l'échelle gouvernementale, mais sachez qu'il y a des comités là, qui permettent là, à la fois de relier là, les représentants des différentes communautés et le ministère pour avoir un arrimage dans ce qui sera en termes cartographiques. Et le gouvernement, là, par l'entremise du plan de protection, le dernier plan là, qui était du ministère des Affaires municipales et du MELCC, introduit un guide méthodologique. Donc, la DEH planche sur un guide méthodologique en collaboration avec ces communautés-là et les autres ministères impliqués pour avoir une uniformisation éventuelle, non seulement dans la carte actuelle, mais dans une optique où on désire avoir une mise à jour fréquente de la cartographie, que ce soit avec l'évolution des connaissances ou des enjeux. Donc, qu'il y ait une méthodologie commune là, dans cette mise à jour des produits cartographiques. Merci Alexandrine. Allons-y vers une question de vive voix et je laisse la parole à Julie Bourque. Oui, bonjour. Très humblement, là, en fait, moi, j'ai parti la page Facebook des riverains de la rivière Montmorency. Donc, si toutefois cette rivière-là fait partie de celles qui sont ciblées dans la région de Québec, je crois que les riverains ou les membres du groupe vont vraiment collaborer si vous parvenez à publiciser de temps en temps quelques informations qui pourraient les intéresser, comme par exemple quelles sont les zones inondables dans tel ou tel secteur dans la capitale nationale. Et d'ailleurs, récemment, à Noël, on a eu une débâcle et il y a eu des prises de mesures. Alors, possiblement que des gens du groupe là, ont pris des mesures et ça a quand même interpellé et intéressé les riverains qui se posaient des questions. Donc, si on veut apprivoiser cette approche-là de prise de mesures, si toutefois le Montmorency est choisi, ce serait vraiment intéressant d'établir un pont avec les membres du groupe. Donc, moi, je proposerais en publicisant de temps en temps des choses toutes simples, question de maintenir un lien pour que lorsque des événements arriveront où vous auriez à prendre des mesures, vous allez avoir un groupe actif qui va répondre. Mais merci beaucoup. Là. Je pense que c'est toujours apprécié là, de savoir qu'il y aurait des collaborateurs plus terrain pour justement nous aider dans les réflexions. Je pense notamment au projet que j'ai mentionné là, autour de l'acquisition de données via les sciences citoyennes. On est justement en réflexion sur quels pourraient être les territoires expérimentaux. Donc, j'en prends bonne note. Puis, au besoin, là, je ferai suivre l'information pour ce volet-là. Puis, pour la question de publier plus fréquemment l'information aussi, là, je pense que c'est un élément super pertinent que je prends note aussi. Excellent, ça va être bienvenu. Merci pour votre intervention. Effectivement, votre contribution, elle est chère à ces projets où la force vive, les gens sur le terrain peuvent contribuer à améliorer les connaissances et au partage de tout ça. Merci, Madame Bourque. Je donne maintenant la parole à Julie Simard. Oui, bien, c'est pour faire un retour sur le commentaire de Mme Bourque. Je suis Julie Simard, je suis coordonnatrice de la cartographie des zones inondables à la communauté métropolitaine de Québec. Dans le fond, c'est sous la responsabilité de la communauté métropolitaine de faire la cartographie des zones inondables de la rivière Montmorency. On travaille de façon très collaborative là, avec l'OBV Charlevoix-Montmorency. C'est eux qui sont mandatés par la CMQ pour aller au terrain pour réaliser là, ces relevés-là. Et j'ai pris effectivement connaissance là, du groupe par l'entremise de Michel Leclerc et d'autres citoyens riverains là, de la rivière Montmorency. On comptait là, retourner au terrain pour prendre des mesures avec les gens de la sécurité publique, tout ça, mais je vous invite à communiquer avec nous si vous voulez un peu plus d'informations pour le projet. Mais sachez qu'on est encore là à l'étape là, de faire nos modèles, donc on n'a pas encore de zone inondable formellement identifiée, mais ça va être à venir au courant là, de la prochaine année. Donc, on va vous tenir effectivement au courant et je vais considérer là, que vous faites partie prenante du projet concernant la rivière Montmorency. Merci. Merci Julie. Donc, un
une occasion de vous rassembler, de prendre contact entre vous. Merci. On va passer à la prochaine question. Donc, j'ai une question de Marc-André Bourgault, qui est professeur à l'Université Laval en géographie. Y a-t-il des projets financés sur l'utilisation des milieux naturels et des infrastructures naturelles pour la réduction de risque d'inondation dans la thématique d'occupation du sol? Pour l'instant, d'abord, bonjour Marc-André. Pour l'instant, dans ce volet-là là, de l'axe 1 de évolution du climat, le projet, en fait, avec Annie Poulain, tente plutôt de façon large d'évaluer quelles sont les occupations du sol qui ont un impact sur l'hydrologie, mais surtout quelle est la sensibilité des modèles à ces changements dans l'occupation du sol. Fait qu'on est encore à un autre niveau avant de tomber Fait que donc, pour l'instant, c'est plutôt ce qui est envisagé là, dans la thématique de comprendre un peu mieux là, comment les modèles hydrologiques réagissent puis quels sont ces grands types de modifications du sol qui ont un impact sur l'hydrologie. Donc, sujet d'intérêt et stratégique, notamment dans le plan de relance verte et qui saura sûrement faire couler beaucoup d'encre dans les prochaines années. Merci pour la question et la réponse. On a une question de Michel Leclerc. Quel sera le rôle des bureaux de projet dans la programmation d'InfoCru? Question d'arrimage. Donc, les bureaux de projet, en fait, c'est plutôt une collaboration qu'on peut avoir. On a un dialogue qui est maintenu avec les personnes responsables des bureaux de projet au niveau du MAMACH. Mais en fait, le projet InfoCru en soi, c'est le projet de l'ADEH. Donc, on est davantage en relation avec eux et c'est via l'ADEH aussi que le lien entre les bureaux de projet et ce qu'eux ont à produire comme cartographie se fait davantage au niveau gouvernemental que par l'entremise d'Ouranos. Donc, c'est plutôt aussi sur des aspects en lien avec la valorisation qu'on a l'intention aussi de se maintenir informé pour s'assurer qu'il y ait des aspects d'arrimage sur comment les choses ou comment on interpelle les différents utilisateurs. Mais pour ce qui est de la cartographie en soi, l'arrimage se fait au niveau gouvernemental. Parfait, merci beaucoup. Sans oublier là, la contribution du ROBVQ aussi dans la portion d'arrimage avec la population. Exactement. Pour ces nouveaux bureaux de projet. Voilà, donc est-ce qu'il y avait d'autres questions? Et il nous reste encore quelques minutes. On dit bravo à plusieurs reprises. On souligne le travail accompli et aussi ce qui reste à faire, les retombées qui pourraient être pertinentes. Donc, je résume un peu ce que je vois passer là, dans la boîte de clavardage. Il y a une notion de fierté également qu'on doit mettre de l'avant, cette fierté de collaborer tout le monde ensemble. Et je pense que ça fait pas mal le tour des questions aujourd'hui. Alexandrine, un mot de la fin? Oh, il y en a une dernière. Il y en a une dernière qui rentre. Pardon, je m'excuse de te couper. C'est la dernière qu'on prendra et je te laisse le mot de la fin en répondant. Est-ce qu'InfoCru couvre le fleuve Saint-Laurent, s'il vous plaît? Non, InfoCru, c'est pour... en fait, le fleuve Saint-Laurent est couvert par d'autres initiatives du gouvernement, mais InfoCru, c'est davantage pour les rivières. Parfait. Donc, ça conclut notre période aujourd'hui. Philippe, est-ce que tu as un dernier avertissement, un dernier mot d'encouragement pour tout le monde? D'abord, merci beaucoup Alexandrine. Merci à tous d'avoir été là. C'est une belle présentation qui dresse aussi un portrait d'un projet de toute façon qui est en construction, qui est en développement. Il y a beaucoup de choses aussi qui vont sortir au cours des prochains mois, années. Donc, vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Alexandrine. Peut-être en terminant, comme on est plusieurs aussi du risque à avoir suggéré, on va avoir un atelier, justement, j'en parlais avec Sandrine et Ursule en début de webinaire, justement sur les différents facteurs de risque aussi pour couvrir aussi d'autres choses qui sont aussi en cours dans le projet InfoCru. La question de Marc-André n'est pas totalement naïve dans le sens où les systèmes naturels, les espaces de liberté, ça couvre aussi beaucoup d'endroits qui ne sont pas nécessairement aménagés et qui peuvent justement servir pour atténuer les inondations. Donc, on va discuter de ces enjeux-là. Peut-être aussi des enjeux aussi qui sont importants. Tu as mentionné tout à l'heure la collaboration avec Environnement Canada. L'aspect météo, comment aussi les systèmes de prévision Environnement Canada, les initiatives qui sont en cours au niveau fédéral, ça rime aussi, comment le travail aussi est en cours
tu l'as mentionné, sur les bassins transfrontaliers, en particulier évidemment le Saint-Laurent pour Environnement Canada, mais je parlerai en particulier de la vallée du Richelieu, parce qu'il y a aussi des choses en cours qui sont ou pas couvertes dans InfoCru, puis aussi évidemment le bassin de l'Outaouais qui est majeur, parce que c'est le bassin évidemment transfrontalier le plus important pour la ville de Montréal, mais aussi pour une bonne partie, en fait la majorité de la population québécoise. Donc, on va revenir là-dessus. Merci beaucoup Alexandrine, merci à tout le monde d'avoir été là. Donc, suivez la présentation qui va être mise sur le site du risque, et puis au plaisir de vous retrouver toutes et tous pour le prochain webinaire, et merci encore Alexandrine, merci Ursule d'avoir aussi animé avec brio, et à Valérie aussi d'avoir organisé, c'était ton baptême du feu aujourd'hui Valérie, pour l'organisation du webinaire. Voilà. Merci, bon succès à InfoCru. Merci beaucoup pour votre participation, au plaisir. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questions particulières, je demeure disponible pour y répondre. Okay. Bonne journée tout le monde.